Versus Rock. La radio rock. La radio rock. Sport et opinion au Québec. Versus la radio autrement. La radio autrement. Bonjour, bonsoir plutôt tout le monde. On est de retour dans ce spécial, donc élection. On est de retour avec vous et cette fois-ci, on reçoit nul autre que Monsieur Michel Lepage, qui est presque un habitué donc de la station, qui est chef du Parti indépendantiste. Monsieur Lepage, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Morancy. Vous allez bien? Oui, puis c'est un plaisir pour moi de participer à votre émission. Excellent. Nous autres aussi, on aime ça. Et on est dedans, là. On a les deux pieds dedans. C'est la campagne électorale qui est définitivement lancée. Oui, malgré selon la loi 3, notre campagne électorale devait être... on devait voter le 3 octobre 2016. Mais là, je vais étudier ça. Là, qu'est-ce qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas respecté la loi électorale. Est-ce que le lieutenant-gouverneur a failli à sa tâche? Parce que, dans le fond, le gouvernement de Pauline Marois n'a jamais été renversé. C'est exactement ça. Moi, je trouve que le lieutenant-gouverneur dormait au gaz. Ça prouve qu'on n'en a pas besoin, là. Il était même pas... Je suis persuadé que le lieutenant-gouverneur n'était même pas au courant qu'il y avait la loi 3 interdisant le déclenchement d'une élection par le premier ministre. Parce que, en fait, là, il y a deux choses. Premièrement, le gouvernement aurait dû être renversé sur un vote de confiance qui n'a jamais eu lieu. Et deuxièmement, à moins que je me trompe, je pense que le travail du lieutenant-gouverneur, c'était d'essayer de mettre en place un gouvernement de coalition avant d'envoyer les Québécois aux urnes. Je pense que oui, là, mais c'est ça. Mais de toute façon, ça nous prouve qu'on n'a pas besoin de lieutenant-gouverneur, puis ça nous prouve que... c'est ça que ça prouve le cynisme des politiciens. On vote une loi à l'unanimité, là. Tout le monde a voté pour ça, là. Oui, Parti québécois, Parti libéral, Coalition, les deux députés de Québec solidaire, et tout le monde est unanime. On va avoir des élections le 3 octobre 2016. Bernard Drinville fait des grandes déclarations sur la démocratie, des progrès de la démocratie. Par première occasion, nos élus violent leur propre loi. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. J'écoutais la commission Charbonneau que Bernard Rimbaud-Gauthier qui disait « Je respecterai pas les lois ». Mais au moins, c'est pas lui qui les avait votées, là. C'est ça. Oui. Effectivement. Je veux qu'on se parle, bien sûr, de la plateforme, M. Lepage, du Parti indépendantiste, parce que là, on est dedans. Bien sûr. Et c'est lancé. L'objectif clair du Parti indépendantiste, c'est de faire du Québec un pays indépendant de langue et de culture française. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je l'ai dit comme il faut? C'est exactement ça. Vous m'avez enlevé les mots de la bouche. Qu'est-ce qui empêche le Québec, selon vous, d'évoluer à travers notre fédération présentement? C'est parce que le Québec est sous tutelle du gouvernement fédéral. Il y a une majorité, c'est presque 80% du reste du Canada qui est anglo-saxon. Et ils ne peuvent pas tolérer d'avoir des francophones dans leur pays. Ils sont bien d'accord pour les francophones à condition qu'ils deviennent des anglophones. Et c'est ça qui... Parce qu'il y a une scission claire qui se fait entre le Québec et le reste du Canada. Ça, je vous l'accorde. Je pense qu'on a une langue particulière. Les valeurs aussi, ça se peut-tu que les valeurs ne soient pas les mêmes nécessairement que le reste du Canada? Oui, on a certaines valeurs, puis le reste du Canada a ses valeurs aussi, là. Et c'est certain que c'est deux pays différents. Et c'est ça, c'est deux pays qui vivent côte à côte. Mais le reste du Canada anglais, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils se disent, moi j'ai déjà travaillé au Canada anglais, puis les gens me disaient, oui, mais les Ukrainiens, ils s'intègrent à nous, pourquoi vous ne faites pas pareil? Et pour eux autres, c'est que ceux qui ne sont pas anglophones, ils le sont en attendant de devenir des anglophones. Puis ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a un peuple, une nation canadienne-française qui vit sur ce territoire d'Amérique
et qui ont le droit de vivre et qui veulent vivre dans leur culture. Moi, ce que je comprends pas dans le débat souverainiste ou indépendantiste ou peu importe comment est-ce qu'on l'appelle, c'est je regarde ce qui se passe un peu partout autour du globe, comme la Catalogne présentement. Je comprends pas et on a des partis de droite au Québec qui disent qu'il faut prôner l'autonomie. Pourquoi est-ce que le Québec se refuse à son indépendance? Je pense que c'est psychologique. Finalement, les anglophones... C'est un sentiment d'infériorité? Non, les anglophones, quand ils occupaient un territoire, ils domestiquaient les populations. J'emploie le mot domestiquer. Ils les rendent dociles. Aux Indes, il y avait 400 millions d'habitants, puis il y avait 2000 fonctionnaires, mais pas personne bougeait avant que Gandhi commence à les faire bouger. Nous autres, c'est la même chose, là. Donc, on est là, puis c'est psychologique, on ne peut pas aller de l'avant. Au référendum, tout le monde, de 1995, tous les experts disent qu'on a volé le référendum, au lieu que le gouvernement du Québec dise on l'a gagné, on va de l'avant. Ah, on s'est fait voler, c'est bien dommage. Et pourtant, le référendum de 1995 n'était que consultatif. Donc, le gouvernement du Québec, c'était pas une élection, là, pouvait aller de l'avant, dire un mois après, on va de l'avant avec l'indépendance, vous nous avez volé le référendum. C'est quelque chose qui aurait été possible de faire. Absolument. Notre référendum était consultatif. Nos dirigeants, à l'époque, M. Bouchard et Parizeau, auraient pu dire, bon, premièrement, on a eu une majorité claire de la nation historique canadienne-française, avec 62 % de la nation qui avait voté pour son indépendance. Et même de dire après, là, donc le référendum a été volé, puis on va de l'avant, on a eu un mandat clair, là. OK. Vous, dans ce qui change des autres partis souverainistes ou des autres options, parce qu'il commence à en avoir quelques-unes, options indépendantistes au Québec, c'est vraiment la façon que vous l'amenez. Vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est la solution du Parti indépendantiste, c'est de former dans le fond, le référendum, ça serait un vote de l'Assemblée nationale. Comme c'était le cas en 1980 et en 1995, c'était des référendums consultatifs, mais la décision revenait à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que... il y avait une grosse majorité du oui officiel en 1995, il y aurait quand même eu un vote de l'Assemblée nationale. Donc, nous, on se dit, bon, le référendum, on l'a eu, c'est terminé. On se l'est fait usurper. Donc, c'est à l'Assemblée nationale maintenant à aller de l'avant et de déclarer l'indépendance. Oui, c'est ça, par un vote de l'Assemblée nationale, sans tenir dans le fond de référendum consultatif. Oui, les deux référendums le sont toujours, mais nous, on n'en veut plus de référendum. On l'a fait. C'est ça, exactement. Ce que vous voulez, dans le fond, c'est une majorité de députés élus souverainistes. Oui, on reprend la chose au lendemain du référendum de 1995, que M. Parizeau aurait dû aller de l'avant, et de dire, bon, j'ai eu un mandat clair de la nation canadienne-française et je demande un vote de l'Assemblée nationale là, pour proclamer l'indépendance du Québec. Et de préférence, un vote unanime. On a souvent des votes unanimes à l'Assemblée nationale. Ça serait plus facile de justifier, dans le fond, s'il y a une contestation du Canada avec un vote unanime de l'Assemblée nationale, ça devient difficile pour le Canada de contester la volonté. Même si c'est pas unanime, notre Assemblée nationale est souveraine. Ça peut être... du moment que c'est majoritaire, qu'un vote majoritaire, notre Assemblée nationale est souveraine. Ça serait mieux avoir plus de députés, d'avoir une unanimité. Alors, comme il y a eu sur la loi 3 qui ont passé, là, sur la date fixe des élections, c'était unanime. Tout le monde a voté pour. Donc, rien n'empêcherait d'avoir aussi un consensus à l'Assemblée nationale sur l'indépendance du Québec. Hein? Parce que ça, dans le fond, ça permettrait à des gens de plusieurs partis de joindre. Donc,
vous pourriez faire une coalition, dans le fond, avec le Parti québécois, avec Option nationale, avec Québec solidaire, de dire, nous, on prend tous nos députés en commun et on fait un vote de l'Assemblée en faveur Oui, même de... plusieurs députés libéraux, plusieurs embarqueraient. Plusieurs libéraux, là... Ils embarqueraient-tu ou ils suivraient la ligne du parti? Oh non, je pense que quand vient le temps là, de la nation québécoise, plusieurs embarqueraient, ce sera un vote libre à l'Assemblée nationale. Ou encore, ils s'abstiendraient, peut-être. Peut-être, mais ce sera un vote libre à l'Assemblée nationale. Là. OK. Et c'est ça. Là. Donc, lorsqu'on va être au gouvernement. Là. À partir de ce moment-là, on fait une constitution, finalement. Et si je résume ça grossièrement, c'est une constitution française. Donc, le français, langue nationale et officielle. Un État laïque, un patrimoine culturel et historique qui est préservé. La religion, ça se passe en privé, 30 secondes. L'égalité de tous, même hommes-femmes. On peut écrivez-nous pas notre constitution tout de suite. Là. Non. Là, on va proclamer l'indépendance. On va commencer par ça. Mais moi, c'est déjà fait. Là. OK, on ne la fera pas nous deux ce soir. Là. Non, ça, c'est sûr que non. Est-ce que... selon votre vision, dans le fond, parce qu'on parle d'une constitution française, langue nationale et officielle, le français, est-ce qu'on a le droit de parler en anglais quand même? On a le droit de parler chinois. On a beaucoup de Chinois à Brossard. Ils peuvent continuer à parler chinois encore. Est-ce que... Mais il n'y aura pas de réseau scolaire anglophone au Québec. Non, ça, c'est correct. Moi, quand j'entends parler de la nation historique anglophone, est-ce qu'il y avait des anglophones en Nouvelle-France, là? C'est ça. Ça dépend de l'époque, j'imagine, selon les différentes guerres qu'il y a eu, selon l'occupation du territoire. L'historique, c'est la Nouvelle-France. C'est ça, exactement. Excusez-moi. On parle de sauver du côté du Parti indépendantiste le patrimoine culturel ou de préserver le patrimoine culturel et historique. Oui. Dites-moi que vous n'avez pas trouvé que c'était une bonne idée que Pauline Marois a eu de sauver la maison de Gilles Vigneault et d'investir 750 000 à Natashquan. Là, je dois dire, ça, c'est des décisions gouvernementales. Je dois dire, investir 750 000 à Natashquan. Ça, j'ai rien contre ça. Là. Non, c'est une bonne chose, là. C'est à Côte-Nord. La Côte-Nord, comme disait Bernard Gauthier, on crève sa Côte-Nord. Donc, ça fait de l'activité économique sa Côte-Nord. Oui, c'est sûr, mais je voyais ça passer, Pauline, qui voulait mettre, Mme Marois, qui voulait investir 750 000 pour sauver la maison de Gilles Vigneault. Et moi, personnellement, si demain matin, je pars en vacances, même si tu retapes la maison de Gilles Vigneault, je n'irai pas en vacances à Natashquan. À quelque part, je pense que si elle aurait été, comme par exemple la maison de Félix Leclerc du côté de l'île d'Orléans, on se dit c'est déjà un site, un endroit touristique visité. Je suis pas sûr que les gens vont faire un détour par Natashquan pour aller visiter. Oui, mais il y en a qui y vont. C'est beau à Natashquan. Je connais mon ex-conjoint est allé, pas trouvé ça beau. Là. Il y a des gens qui y vont. Là. C'est certain si on renouvelle la maison de René Lévesque à New Carlisle. J'irai peut-être pas, mais il y a des gens qui vont y aller. Là. Même, ça m'encourage à aller voir ça à Natashquan, là, faire, disons, aller faire une belle balade sur la Côte-Nord. Là. Ça fait voir du pays. Oui, mais la route s'arrête, elle ne se rend même pas jusqu'à Blanc-Sablon. Il faut passer par le Labrador dans les forêts désertes. Hein? Oui, c'est pas... je suivais sur Google Maps la route qui part de Fermont, qui va à Labrador City, passe dans les forêts des centaines et des centaines de kilomètres, et ressort à Blanc-Sablon avant d'aller à Terre-Neuve. J'ai dit, comment tu fais que Terre-Neuve, une petite province, peut faire une route que nous autres, le Québec... on a de la misère avec ça, ça coûte donc on n'est pas capable de relier nos villages de la Basse-Côte-Nord, et puis Terre-Neuve, qui ont fait une route, je pense, c'est presque 1000 km dans la forêt. Oui. Oui, en tout cas, c'est une parenthèse que j'ouvrais, là. C'est correct. Dans ce que vous prônez également, M. Lepage, au Parti indépendantiste, c'est l'égalité homme-femme. Oui, ça va de soi, ça. Bien, ça va de soi, mais je recevais la semaine dernière M. Stéphane Poulard d'équipe autonomiste qui disait que il y avait une discrimination positive qui se faisait envers la femme et que pour eux,
comme organisation, c'était important de ramener cette égalité-là, homme-femme, dans les deux sens. Elle disait que les femmes, souvent, il y avait de la discrimination positive envers la femme. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça, les discriminations positives envers la femme, envers les Chinois, envers les gens d'origine africaine. Moi, à compétence égale, chance égale, là. Alors, moi, j'ai connu des cas, là. Je connais une personne qui a gagné un concours au ministère du Revenu, au gouvernement du Québec. Et les 3 premières personnes qui étaient des Canadiennes françaises de souche, qui ont eu presque 100% au concours, à la fin, on a embauché des gens qui avaient échoué le concours parce qu'ils étaient des minorités visibles pour diminuer la marque d'acceptation. Donc, finalement, il y avait de la discrimination négative envers les Canadiens français, là. C'est ça, c'est ça qui vient étrange des fois dans ces principes-là, qu'il faut à tout prix intégrer des gens ou un sexe, une race, une religion, peu importe. Moi, je nommerai pas les personnes, mais le responsable du concours a été même insulté de ça. Mais il avait dit que c'est une directive ministérielle et je suis obligé de prendre les 3 personnes qui ont échoué le concours parce que ce sont des minorités visibles. Même si les 3 Canadiens français étaient plus performants. Oui, étaient plus performants. C'était 2 filles, il y en a une qui a eu 100%, puis 2 ont eu 95%, puis ils ont engagé des gens qui avaient eu 35% au concours. Parce qu'ils étaient des minorités visibles. Ça n'a pas de bon sens. Là, moi, là, la discrimination positive pour l'incompétence, j'embarque pas là-dedans. Une chose dans laquelle vous embarquez pas mal fort, par exemple, c'est le Québec français. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je voyais par contre une chose qui me titillait, c'était au niveau de l'affichage également. Affichage unilingue français. Est-ce qu'on va tanner des sociétés comme par exemple Burger King pour qu'il s'affiche comme étant le roi du hamburger? Moi, c'est une marque de commerce. King, le roi du hamburger, c'est bon, ça. et c'est bon, il y a peut-être 2 ans, on va, avec des gens de Montérégie français, en Montérégie, on s'en va manifester devant un Walmart pour qu'ils mettent une unilingue en français. On arrive devant le Walmart, tout était unilingue français. On s'était trompé de commerce. Ça allait bien. Donc, on a arrêté notre manifestation. Mais Walmart, c'est pas en français? Oui, mais c'était écrit, tout était écrit en français sur le mur au 10-30, ça. OK. Donc, on a changé de Walmart. Puis et puis là, le gérant, il nous voit, il dit, pourquoi vous manifestez? Tout est en français. Walmart, c'est une marque commerciale, c'est ça, là. C'est ça, comme Burger King va avoir le droit de s'appeler Burger King, mais il va falloir qu'il affiche le menu en français, dans le fond. C'est ça que je comprends. Là. Oui, puis et souvent, comme l'histoire du pasta, là, c'était pas vrai, cette histoire-là. C'est à cause que c'était un menu unilingue anglais. C'était pas juste à cause le restaurant italien, c'était pas juste seulement qu'à cause que c'était écrit pasta. C'est à cause que le menu était unilingue anglais. OK, oui, je me souviens du à quelqu'un de la société Saint-Jean-Baptiste, j'en ai parlé, puis on dit que c'était pas juste le mot pasta, là. OK, mais ça, j'ai pas suivi de près ce dossier-là, mais je l'ai entendu parler, par exemple. Oui. On veut faire un financement d'un seul réseau d'éducation nationale, des CPE, aller à l'université. En français. En français, s'il vous plaît. Mais oui. Est-ce que ça veut dire que c'est la fin du financement du système privé? Parce que présentement, il ne faut pas se le cacher, il y a 2 systèmes d'éducation, un privé, un public, mais le système privé est financé presque à hauteur de 40%. Oui. Ça, le seul endroit en Amérique du Nord où on finance un système privé, c'est au Québec. En Ontario, il n'y a pas de financement pour les systèmes privés. Et je trouve que ça, dommage, parce que le système privé va chercher les meilleurs étudiants. Et puis donc, on se retrouve un système public avec des étudiants plus faibles. Si on ne finance pas ces gens-là, ces enfants-là vont aller au système public et vont renforcer le système public par les contacts avec les autres étudiants. Et c'est pour ça qu'on a une misère, que nos taux de décrochage sont élevés au niveau public. Parce que moi, je pense, mon avis personnel, il faut financer le système d'enseignement sans aucun doute, parce que la force d'une société, après la famille, c'est l'éducation, finalement, qu'on fait de ces gens-là. Et
quand on comparait, si on revient à l'époque de la crise du printemps, la crise des étudiantes, ben on disait il devrait aller voir, parce que là, on parlait de hausser les tarifs, on disait il devrait aller voir ce qui se passe ailleurs à l'étranger, il devrait aller voir comment ça coûte aller étudier au privé, alors que c'est ça, c'est pas du tout pareil. Là-bas, là, les écoles privées, oui, c'est beaucoup plus dispendieux, mais par contre, ils n'ont aucun financement public de relier avec ça. Exactement. Je pensais d'aller en Finlande ou en Suède, juste à 100 km de Montréal, à Cornwall ou en Ontario ou à Hawkesbury. Il n'y a pas de financement privé du gouvernement de l'Ontario, là. Non, c'est ça. Donc, l'étudiant pige directement dans ses poches. Il y a peut-être un système de pré-bourse, là. Ça, c'est autre chose, mais... Ça fait qu'il y a plus d'élèves au système public et ça a renforcé le système public. Et par conséquent, ça diminue les taux de décrochage. C'est ça. Moi, je pense que oui. Je pense que c'est une bonne chose. L'immigration. Oui. On veut faire un contrôle de l'immigration et j'en parlais tantôt avec les gens de chez le Parti de l'Unité nationale, il ne faut pas que je me trompe, mais oui. On n'a pas statué là-dessus. Je ne sais pas s'ils n'ont pas compris le sens de la question, mais présentement, on accueille entre 50 et 60 000 peut-être immigrants au Québec par année. Oui, avant d'en accueillir 75-80 000, là, c'est ça. Ça, c'est à peu près là, 3 fois la population de Rivière-du-Loup qui rentre donc chaque année en sol québécois. Est-ce qu'on devrait revoir la quantité de gens... Au Québec, c'est plus haut taux d'immigration du monde occidental au prorata de la population. J'avais vu il y a quelques mois qu'en France, on était découragé que 350 000 à 400 000 immigrants par année. Oui, mais ils sont 65 millions d'habitants. Au prorata, ça en fait moins. Ben oui, ça en fait beaucoup moins, là. 65 millions d'habitants, c'est 8 fois la population du Québec, et c'est ça. Parce qu'à 50 000, là, 10 ans, puis on vient de rentrer à la Ville de Québec. Ah oui, c'est certain. Puis c'est des gens qui ne s'intègrent pas beaucoup. Il y en a qui s'intègrent, mais il y en a qui ne s'intègrent pas beaucoup. Moi, j'en ai dans mon quartier des Cambodgiens qui financent mon parti. C'est des gens... sont fins, hein? des francophones, là. OK. À part qui sont asiatiques, qui n'ont pas d'accent à rien, là. Bon, mais ça, c'était l'autre point que je voulais discuter avec vous. Est-ce qu'on... c'est sûr qu'on a plus ou moins de pouvoir parce que l'immigration est beaucoup contrôlée par Ottawa, mais est-ce qu'on devrait avoir un mot à dire là-dessus et est-ce qu'on choisit bien nos immigrants? Est-ce que, dans le fond, là, on va trop facilement avec le fait qu'ils parlent français? Est-ce qu'on devrait chercher plus du monde qui ont les mêmes valeurs que nous et essayer de leur apprendre le français plutôt que de prendre du monde qui parle français puis d'essayer de leur inculquer nos valeurs? Oui, on prend l'Amérique latine, il y a des centaines de millions de personnes qui sont de culture catholique, on va dire. Peut-être catholique non pratiquant, mais de culture... Je serais bien prêt à immigrer en Amérique du Nord, là. Qui s'intègrent rapidement. Une génération, ils sont intégrés, là. Et c'est ça, là. Mais c'est sur le nombre total que j'ai des questions, là. Oui, mais c'est pas seulement que ça. Si on prend Fatima Ouda Pépin, qui est d'origine maghrébienne, bon, très bien intégrée, elle ne se promène pas avec une burqa, là. Donc, c'est pas une question nécessairement d'origine, c'est une question... mais des fois, il y a intégration au Québec. C'est ça, puis il y a certaines classes de gens qui, on dirait, vont s'intégrer plus facilement, ont ce désir-là de vouloir s'impliquer à faire grandir notre société et aussi pour eux, en tant que personne, à se réaliser comme société. Et c'est peut-être beaucoup plus facile d'intégrer ces gens-là. Mais moi, par-dessus tout ça, ce que j'aimerais qu'on soit en mesure de faire et qu'on ne semble pas être capable présentement, c'est de se faire une liste d'épiceries. Moi, j'aimerais ça qu'on soit capable de dire, bon, au Québec, notre population vieillit et au cours des prochaines années, il nous faudrait, par exemple, des gens capables d'opérer des cataractes. Donc,
de dire, regarde, notre système n'en produit pas assez de ces gens-là, on va aller les chercher ailleurs. Mais ça, c'est des besoins qu'on a ciblés, qu'on a besoin pour notre société. C'est ces gens-là. Dans le fond, j'ai l'impression que on a des portes ouvertes, on accueille tout le monde, plutôt que de dire, on va faire le contraire. On va aller chercher les gens dont on a besoin pour faire grandir notre société. Oui, exactement. Ça, c'est un point, mais comme vous dites, opérer des cataractes, on en forme, c'est tout, là. Oui, mais Et c'est pas vrai qu'il faut augmenter la population du Québec indéfiniment. On prend la Norvège, qui est un pays riche. Hein, ils ont à peine la moitié de la population du Québec, 4 millions d'habitants. Ils veulent pas être 10 millions. Oui, on est 4 millions, c'est bien. Au Québec, on mesure notre poids par rapport au Canada. Le Luxembourg mesure-tu son poids par rapport à la France? Non, mais par contre, la dénatalité va faire en sorte que tantôt, on ne pourra plus subvenir aux besoins grandissants de notre population. Oui, mais quand on fait venir une immigration, ils font venir par le suite grand-papa, grand-maman. et puis, ça ne change pas du tout la structure d'âge, là. Oui, ça, c'est vrai, par exemple, que souvent la famille suit. La famille vient, puis ils sont aussi âgés. Sauf que si eux autres, ils se reproduisent 2-3 fois, puis là, ça en refait 2-3, puis ça en refait 2-3, mais on va peut-être renverser la pyramide. C'est ça, mais il y a eu le livre, là, comment il s'appelle, les deux universitaires Marois, qui avaient le mal, l'immigration, le mal imaginaire, puis c'est ça qu'il disait, l'immigration ne change pas du tout la structure d'âge de la société, là. C'est ça, donc. Et peut-être que notre taux de natalité est plus bas chez les résidents du Québec, parce que le Québec est un pays surpeuplé. On a beau dire c'est grand, le Québec. Je me souviens, il y a 30 ans, un conseil national où M. Lévesque, René Lévesque, avait dit la somme des territoires municipalisés du Québec, c'est plus petit que la Belgique. C'est ça qu'on... donc, allez dire, le Québec habité, c'est plus petit que la Belgique. Oui. Et c'est ça, là. Donc, on s'imagine le Grand Québec très grand, mais c'est juste des forêts et des lacs dans le nord, là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on les exploite ou est-ce qu'on les protège? Vous parlez des nouveaux arrivants? Non, des forêts. Eh bien, de toutes nos ressources, de toutes nos ressources naturelles, finalement. On conserve des aires protégées, là, c'est ça. On maintient le parc des Laurentides, finalement. Oui, c'est ça. Mais quand on va plus au nord, regardez une carte du Québec, c'est juste des lacs et des petits bouts de forêt qui se touchent. Du moment qu'on passe le nord du lac Saint-Jean, là, c'est presque 50% lacs, c'est des lacs partout. Oh, oui, c'est ça, il y a beaucoup. Si je vous parle de la campagne qui, pas qui s'en vient, mais on a les deux pieds dedans. S'il y a un dossier prioritaire que vous voudriez mettre de l'avant, ce serait lequel? Donc, moi, mon dossier prioritaire, c'est toujours faire du Québec un pays indépendant de langue et de culture française. Mais un deuxième dossier important, c'est éliminer la dépendance au pétrole. Et vous savez, l'autre jour, sur Google, j'écris réserve mondiale de pétrole. Ils disent le nombre de milliards de barils qui existent. Et on consomme sur la Terre 85 millions de barils par jour. J'ai pris ma calculatrice, j'ai dit on en a pour tant de jours encore. Ça donnait 40 ans. Là, on met toujours, comme on dit, du gaz dans nos chars, mais à un moment donné, le prix va se mettre à monter vite, là, parce que les réserves vont soudainement... Ça va baisser. Ah, absolument, puis ils n'en trouvent pas d'autres. On dit toujours, ils vont en trouver d'autres. Ils n'en trouvent pas d'autres. Et puis quand ils en trouvent, c'est 3 kilomètres sous le niveau de la mer, ça coûte... je ne sais pas... c'est parce que c'est ça, il paraît qu'il y en a au Québec. Oui, mais ils n'ont pas trouvé encore. Là. On va essayer de le trouver. Mais il va revenir servir à 5 piastres le litre. On n'est pas plus avancé. C'est ça. Fait on que va le laisser là, et puis quand il sera à 20 piastres le litre, on en aura, là. C'est ça. Mais la vraie solution, dans le fond, c'est d'essayer d'alléger notre dépendance au pétrole. C'est 12 milliards de dollars par année qui sortent du Québec. Et je me dis, là, il y a bien d'argent au Québec. Il y a toujours de l'argent au Québec.
Il en part 12 milliards par année. À un moment donné, il n'y aura plus d'argent qui va rouler au Québec. Là. Je suis allé la semaine dernière du côté, pas la semaine dernière, en fait, je suis allé hier ou avant-hier au Salon de l'Auto de Québec. La voiture électrique, ça s'en vient, c'est quelque chose qui prend place. Je suis content de voir qu'il y avait des sociétés québécoises, des entreprises d'ici, donc, qui participent à tout ça. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi il faut se tourner? Absolument. Il faut réduire au maximum notre dépendance au pétrole, puis même des sociétés québécoises. Les automobiles, là, ça n'en produit pas au Québec. Chaque fois qu'on achète une automobile, ça fait des milliers de dollars qui s'en vont à l'extérieur. Moi, je comprends pas qu'au Québec, en 2014, avec la présence et l'expertise de gens comme chez Bombardier ou Canam maintenant ou BRP, qu'avec des gens comme Alcoa, des gens comme Hydro-Québec, on n'est pas capable de fusionner tout ce savoir-là pour livrer et devenir le leader du véhicule électrique ultra léger, alors que, d'après moi, on a tout ce qu'il faut ici pour le faire. Exactement. Et puis Bombardier qui nous fait des avions de haute technologie, me semble pas bien difficile de faire une auto électrique là, en série. Là. Non, c'est ça, parce qu'il y en a qui les font. Il y en a qui les font, des entreprises québécoises présentement. Ben oui. Je comprends pas pourquoi qu'on n'est pas capable de développer un marché et de devenir le leader de ça. Ça s'en vient tranquillement pas vite. On se dirige vers là, mais encore là, c'est un changement d'habitude qu'il va falloir inculquer aux Québécois. Et c'est la même chose pour le transport en commun. Le transport en commun, la Ville de Québec a investi énormément d'argent sur le transport en commun. Montréal a tenté de le faire avec les Bixi, faciliter le transport en ville, mais il me semble que les gens adoptent pas ces moyens-là. On dirait qu'ils sont bien dans leur petite voiture. Oui, mais on n'aura pas le choix. Il n'y aura plus de pétrole. Ça va commencer d'une vingtaine d'années. Là, les réserves vont commencer à s'en aller. On n'aura pas le choix. Il va falloir se diriger vers là. Oui, quand ça va être rendu à 10$ ou 20$ le litre, le monde n'aura pas le choix. Là. Ben, il manque de bornes. J'écoutais une émission, c'était à Dimanche Magazine. Il parlait des bornes de niveau 3. Il disait, ça, ces bornes-là, il y en a une au Québec, à Boucherville. Tu connectes ton auto, en 10 minutes, elle est chargée. Mais il disait, il n'y en a rien qu'une. Mais puis il disait, pourquoi il n'y en a pas partout? Ces bornes de niveau 3 en Colombie-Britannique, il y en a une cinquantaine. Mais nous, au Québec, on en a une seulement. Il y a d'autres bornes, mais des bornes, ça prend 2 heures pour charger l'auto. Oui, c'est ça, parce que il y a quelqu'un que je connais qui vient d'acheter un véhicule, une Tesla, un véhicule électrique qui va mettre en circulation sur un réseau de taxis du côté de Québec. Et son plus grand problème présentement, c'est ça. Son véhicule fait 250 km d'autonomie et ça y prend 2-3 heures pour essayer de le recharger. Là. C'est ça, je me disais. Moi, j'ai été surpris d'apprendre que des bornes, qui appelaient des bornes de niveau 3, qui ont 10 minutes, c'est chargé. Le temps d'aller prendre un café au Tim Hortons est chargé. Ça serait merveilleux. Il y en a une comme ça au Québec, à Boucherville. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour en mettre des centaines là, dans toutes les stations-service? Mais ils n'auront pas le choix. Non, c'est ça. Il va falloir qu'ils se déplacent vers là. Parce que présentement, c'est pas rentable, j'imagine. Ça doit coûter une fortune d'installer une borne comme ça. Puis des véhicules électriques, bien, vous le savez comme moi, là, il y en a 4-5 par ville, pas plus que ça présentement. Oui, mais on n'aura pas le choix. Il va falloir. C'est ça, il va falloir arriver vers là. Ah oui, on va arriver là. L'essence, ça se renouvelle pas, là. C'est pas comme l'hydroélectricité. Actuellement, et quand j'ai lu le dossier sur Google, la moitié de toute l'essence découverte a été brûlée à l'heure actuelle. Il en reste encore la moitié qui s'épuise à 85 millions de barils par jour. Donc, il y en a pour 40 ans, mais j'ai fait ça il y a 2 ans. Donc, il en reste pour 38 ans. Là. Ça achève. Oui, donc il faut se déplacer vite vers les transports électriques. On va espérer que le Québec se lève puis qu'ils mettent ça en place au cours, qu'ils le voient au moins. Si je me retrouve au premier ministre le 7 avril prochain, ça va être que vous m'avez demandé la priorité, ça va être la priorité. Cesser cette sortie d'argent du Québec à cause de notre dépendance au pétrole.
Je pense que c'est un bon point. Mais le plus qu'on va garder ici et d'amener aussi, le contraire est vrai, il faut amener de l'argent neuf ici, de l'argent de l'extérieur. Donc, c'est sûr que si on réussit à devenir les leaders du véhicule électrique, ben, on peut attirer des gens des États-Unis, on peut attirer des gens de l'autre côté de l'océan qui vont venir profiter de cette expertise-là. Oui, absolument. Là, moi, je lance un appel. S'il advenait par malchance que je ne suis pas premier ministre, le 7 avril prochain, je lance un appel au futur premier ministre du Québec, au futur parti qui va gouverner le Québec, de faire un effort considérable dans ce domaine-là. Pas juste notre dépendance au pétrole, les automobiles, construire nos automobiles sur place. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait être capable, qu'on devrait être en mesure de faire en 2014. J'ai jamais compris pourquoi que le Québec n'était pas un manufacturier ou producteur de véhicules. C'est long à démarrer, mais une fois que c'est démarré, là, mais c'est ça, mais ça prendrait Bombardier puis l'Hydro qui se lancent là-dedans. Et pour faciliter ça, moi, je me souviens, j'étais à l'époque au bureau du premier ministre, et quand ils ont fermé l'usine Hyundai à Bromont, j'avais suggéré, moi, j'ai dit pourquoi on n'enlève pas toutes les taxes de vente sur les automobiles produites au Québec. Et puis, bon, l'attaché politique économiste à qui j'avais parlé, il m'avait dit, on va avoir des représailles des États-Unis. Ben, moi, je pense que c'est ça, hein. Publiquement, il n'y a personne qui va sortir sa place publique et qui va le dire, qui va le dénoncer. Mais j'ai écouté un reportage à Canal Découverte, Canal D, il n'y a pas longtemps, qui a volé, ça s'appelait la Saturn EV1, quelque chose comme ça. Et c'est Saturn qui avait produit plusieurs automobiles électriques. Un documentaire super intéressant. Et du jour au lendemain, ils ont rappelé les propriétaires de véhicules pour dire, vous nous ramenez votre véhicule aujourd'hui. On a détruit l'usine, on a détruit les véhicules. Les gens n'ont même pas pu acheter leur véhicule. Ils n'ont jamais compris pourquoi, ils n'ont jamais su c'était où. Il y a eu des recours juridiques de fait contre Saturn et malheureusement, ça n'a jamais rien donné. Donc, c'est sûr qu'il y a un lobby à quelque part qui a mis de la pression, soit ça, ou qui ont acheté la division pour dire, regarde, on a acheté la division, on ferme la shop. Oui, c'est comme parce que c'est un véhicule qui était performant, c'est un véhicule qui fonctionnait très bien, qui était stable, que les gens qui les possédaient, si vous avez 2 minutes, allez chercher ça, qui a volé la EV1 de Saturn. Super intéressant. Okay. Sur Google, je vais trouver ça? Oui, d'après moi, oui. OK, c'est bien beau. En tout cas, ça a passé au Canal D et c'était vraiment intéressant comme reportage. Donc, là, présentement, on est en campagne. Le 7 avril, on va choisir notre nouveau premier ministre ou première ministre. Peut-être qu'elle va être reconduite au pouvoir. Elle va peut-être réussir à gagner sa majorité, on ne sait pas. Oui. Pour faire cette campagne-là, vous êtes entouré de combien de candidats? Oh, là, j'ai pas beaucoup de candidats. Là, c'est parce que, à cause que le déclenchement de l'élection est considéré comme illégal, on ne sait même pas encore si on va contester cette date d'élection. Si on conteste la date d'élection, on ne présentera pas de candidat, parce que pour nous, l'élection devait être le 3 octobre 2016. Mais là, je suis en discussion avec mon état-major là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'on fait, là? Et je vais rencontrer, c'est possible qu'on ne mette pas de candidat, mais qu'on fasse campagne. Je rencontre les gens du directeur général des élections lundi à Montréal. Je vais leur en parler de ça. Et quelles sont les clauses. Mais là, c'est pas encore décidé encore, là. Et c'est ça. Bon. C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens financiers, là. J'ai beau m'acheter des Lotomax pour partir. Essayer. Et c'est ça. Même si on est limité à 100 $ par année, la loi électorale dit que si je gagne un Lotomax, je peux prêter 1 million par parti. Bien, c'est ça. C'est ça qui arrive. Tout se passe là. Là. Vous pouvez... c'est le meilleur placement de toute façon que vous allez faire. Vous prêtez 1 million au parti, vous chargez un 9-10% d'intérêt. Il n'y a pas bien de placements qui vont vous rapporter autant. Non, il faut que je mette le taux courant, là. Enfin, moi, j'en ai prêté, puis c'est prêté à 5 %. OK, mais... Là, je suis obligé de mettre un taux d'intérêt, parce que
Et sinon, finalement, ça devient des contributions illégales. Oui, c'est ça, exactement. Mais On est limité à 100 à 5 c'est pas pire. Parce que moi, j'ai vu des parties aller jusqu'à 10. Ah oui, je n'étais pas au courant. Là. On met 5 parce qu'on ne veut pas ruiner le parti. Là. Non, c'est ça. Puis c'est bien correct. Mais à 10, ça commence à être intéressant. Oui, c'est ça. Mais c'est de profiter du parti. Là. Et c'est certain, si je prête 1 million au parti, il faut que le parti me donne 50 000 l'année prochaine. Mais je peux prêter un autre million pour qu'il paye ses intérêts. C'est ça. C'est ça qui arrive. Oui, mais je n'ai pas encore gagné mon automate. Il y en a Peut-être vendredi. J'ai investi pas mal là-dessus. Là. C'est correct, ça. Hey, si d'ici là, M. Lepage, si on veut suivre les activités de votre organisation, la façon la plus simple de le faire, c'est sûrement via Internet. Oui, on a notre site parti-indépendantiste.org. Parti Trait d'Union. Je n'ai pas joué mon webmestre cette semaine. C'est la semaine de relâche. Il est probablement en vacances avec ses enfants. Il est peut-être allé voir la maison à Natashquan. C'est possible, en plein hiver, ça doit être beau. Oui, enneigé, là, ça doit être... Oui, moi, je pense qu'il va plutôt vers la Floride, d'habitude. Ah, OK, c'est peut-être ça. Et c'est ça, avec ses enfants, c'est ça. Excellent. Donc, je vous remercie d'avoir partagé du temps avec nous et je veux que vous me teniez au courant de votre rencontre avec le DGEQ. Oui, moi, c'est de demander, même si on n'a pas de candidat, j'ai regardé un peu dans leurs documents. Finalement, ça serait les mêmes règles, excepté on n'a pas de candidat. Ça nous prend un compte électoral, on déclare notre publicité, tout ça, mais à la fin, on n'a pas de candidat. OK. Ça va être spécial. Je les rencontre lundi soir. Ils viennent à Montréal dans un hôtel rencontrer les agents officiels. Là. OK, excellent. Donc, on se tient au courant dans la semaine prochaine des développements dans ce dossier. À savoir si on va avoir des candidats ou non. La décision n'est pas encore tout à fait prise. Là. OK. C'est à cause de cette loi-là qui a été violée, parce que nous, on respecte la loi électorale. Si on respecte la loi électorale, on ne présentera pas de candidat, parce qu'on va considérer l'élection comme illégale. Oui, c'est ça, je comprends le sens. Et j'ai parlé à des gens, un conseiller juridique, membre du barreau, puis il m'a dit, là, il y a des nuances, parce qu'il me disait, Mme Marois peut déclencher l'élection, ça n'a pas la confiance de la Chambre, mais elle a dit qu'elle ne l'avait pas, parce que les gens ont dit qu'ils vont voter non. Donc, on ne sait pas qu'il aurait voté contre le budget. Peut-être que François Legault aurait dit les coffres ne sont pas assez pleins, donc on va appuyer le budget. On va appuyer le budget pour partir en élection tout de suite. Puis de toute façon, là, Mme Marois aurait pu faire un projet Bayon, tout mettre un melting pot, là, ça s'est déjà vu, là, pour faire voter plusieurs projets en même temps, pour s'assurer d'avoir la Chambre. Et de toute façon, je pense que le lieutenant-gouverneur aurait eu la chance, s'il aurait voulu le faire, de mettre en place un gouvernement de coalition avant d'envoyer les citoyens aux urnes, alors que personne au Québec a demandé les élections. Non, exactement. Et c'est ça. Et puis la confiance de la Chambre, elle ne l'avait pas perdue. Donc, elle n'avait pas le droit de faire des élections. Et c'est pour ça que c'est le point qui ferait qu'on ne présenterait pas de candidat. Excellent. Donc, on se tient au courant. C'est bien beau, et puis merci de m'avoir invité à votre émission. Ça me fait plaisir. Très bien. Au revoir, M. Lepage. OK, bonne soirée. Merci, vous aussi. C'était donc M. Michel Lepage, qui est chef du Parti indépendantiste, qui, on vient de l'apprendre, n'aura peut-être pas de candidat à l'élection, dépendamment de ce qui va se passer avec la rencontre prévue lundi prochain avec le directeur général des élections. Merci d'avoir été avec nous. Là-dessus, on